Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Droit au débat. Le thème de cette semaine vous concernera certainement. Nous aborderons les enjeux juridiques de la gestion des relations de travail en temps de crise. Emploi, rémunération, contrat, gestion des contentieux, des points que nous aborderons dans un instant avec notre invité du jour, M. Habib Siali, HR Compliance Consulting et General Manager. J'en profite pour remercier nos partenaires PwC et la CACI. Et avant de développer le thème de la semaine, place à la rubrique Legal News, Legal Doctrine. Loi de finances 2021, dans un Telex numéro 990, la Direction générale des impôts précise l'application des articles 8 et 9 de la loi de finances pour 2021 relatifs à l'exonération des indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d'isolement de l'IRG, traitement et salaire, et ce, dans la limite de 70% du salaire de base. Relatif également à la possibilité offerte aux employeurs et débits rentiers de transmettre par voie de télédéclaration l'état annuel au titre des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères versées. Retrouvez tous les textes en intégralité sur notre site internet legal-doctrine.com. Enjeux juridiques de la gestion des relations de travail en temps de crise, c'est tout de suite dans Le droit en débat. Et pour en parler ce soir, nous recevons M. Habib Siali, HR Compliance Consulting General Manager. Bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et surtout pour le choix du thème qui intéresse des milliers de salariés et d'employeurs. Et complètement. Et avant de comprendre le contexte actuel en matière d'emploi en Algérie et avant de rentrer dans des considérations purement juridique, quel a été, selon vous, l'impact de la crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d'1 an sur l'emploi? Oui, pour connaître l'impact, il faut passer par les chiffres. L'Organisation internationale du travail a mentionné dans ses notes de conjoncture par le biais de l'observatoire qu'elle a installé, qui suit un peu l'information sur le Covid et le monde du travail, à 495 millions de pertes d'emploi à temps plein. D'accord. Alors, c'était le deuxième trimestre 2020. Mais la note de conjoncture du mois de décembre, le chiffre a baissé à 130 millions de pertes d'emploi à temps plein aussi. L'ONS n'a pas encore communiqué le chiffre de l'année 2020, mais on reste toujours au taux de chômage de 2019 qui est à hauteur de 11,41. Et au niveau du ministère du Travail aussi, on a trouvé des statistiques intéressantes par le biais de l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, qui communique périodiquement des statistiques sur les indicateurs de l'emploi. Les chiffres montrent aussi, une petite étude comparative nous donne un peu il y avait en 2020, on a enregistré 2 200 000 demandeurs d'emploi, contre à peu près 1 500 000 demandeurs d'emploi pour 2019, ce qui nous donne une augmentation de plus de 44%. Ce qui est énorme. C'est 673 000, je pense. C'est le chiffre exact de demandes de plus. Effectivement, dans les 673 000, on a les nouveaux venus au marché de l'emploi, mais pour nous, les personnes qui étaient affectées, qui ont perdu l'emploi à cause du Covid. Et justement, de quel mécanisme juridique de sauvegarde de l'emploi dispose-t-on aujourd'hui en Algérie? Les solutions, malheureusement, ont été minimes. On a essayé de gérer par le biais le dispositif du congé exceptionnel qui a été instauré par les pouvoirs publics. Et ils ont légiféré pour ce congé exceptionnel. L'État a pris en charge ses fonctionnaires, le secteur public, les entreprises ont suivi parce qu'il y a une discipline pour les managers du secteur public. Le secteur privé aussi, il a essayé de gérer cette situation par le recours à la consommation des reliquats de congé.
au congé, bien sûr, mettre une partie du personnel en chômage technique, le recours au travail à temps partiel. Et on a opté aussi, c'est une nouvelle, c'est le télétravail, c'est un mode d'aménagement du travail, le télétravail pour la continuité du service. Ça, c'est un peu les solutions qu'on a trouvées pour faire face à cette pandémie et sauvegarder l'emploi. Mais avant de faire face à cette pandémie, est-ce qu'il existait justement des mécanismes juridiques? Il y avait le mécanisme légal. Le mécanisme légal, c'est bien sûr la prise en charge des personnes qui peuvent perdre leur emploi d'une manière involontaire, le dispositif CNAC. Cette fois n'a pas été réactivé pour des raisons, réglementaires et d'autres raisons que le département du travail peut l'expliquer. Mais pour le moment, on a trouvé les solutions intermédiaires. C'est le congé exceptionnel, rémunéré bien sûr, qui a été instauré par le décret 2069 et en même temps le 2070 a essayé d'élargir le champ d'application de ce texte au secteur économique. Ils étaient obligés de libérer au moins 50% de leur personnel. On va y revenir dans un instant, on va parler un peu de rémunération. La crise sanitaire a eu un impact sur la demande et l'offre de produits et services partout dans le monde. Nous ne sommes pas un cas isolé. Beaucoup d'entreprises, tous secteurs confondus, ont dû faire face à une situation imprévisible où les charges se sont accumulées, mais les revenus n'ont pas forcément suivi. La rémunération des employés est encadrée par le droit du travail, y compris en période de crise. Pouvez-vous justement revenir sur ce cadre juridique qui régit la rémunération en Algérie? Pour votre information, la rémunération, c'est l'élément essentiel dans un contrat de travail. Il y a un sort SSIF, de l'AML. Elle est encadrée, elle est réglementée, elle est protégée par le Code du travail algérien. Chaque salarié, l'article 6 de la loi 90-11, il a le droit au versement régulier de sa rémunération. Même l'article 88 protège cette rémunération. Il faut un versement régulier de la rémunération. La rémunération aussi, c'est le fruit de la négociation. Et on ne peut pas s'opposer ou bien mettre de retenue d'une manière illégale. La réglementation du travail algérienne aussi assure une légalité en matière de rémunération pour des gens qui font le même travail. La loi interdit la disparité salariale. Aussi, on doit respecter un seuil minimum en matière de rémunération, c'est le fameux SNMG, le salaire national minimum garanti, qui est de 18 000 dinars. C'est un peu la protection légale de la rémunération en droit algérien. Très bien. On a vu quelques pratiques se développer en ce qui concerne la rémunération justement des collaborateurs en cette période de crise. Je vais revenir sur plusieurs cas de figure et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? C'est parti. Alors, toujours d'un point de vue juridique, le premier cas, report dans le temps des rémunérations. Le report dans le temps, c'est des retards de paiement de salaire. Je vous ai bien dit que l'article 88 de la loi 90-11 oblige l'employeur à respecter une périodicité de versement de salaire. C'est pour ça le fait de retarder le paiement de salaire, c'est une infraction au Code du travail. Très bien. La baisse unilatérale de la rémunération par l'employeur. La baisse, elle doit obéir à des conditions. La baisse de la rémunération, c'est vrai, on a opté pour le travail à temps partiel dans le cadre de la négociation de l'engagement des plans sociaux, où au moins il y a l'accord préalable du salarié, mais le fait de réduire la rémunération d'une manière unilatérale, c'est une modification du contrat du travail qui est faite en infraction aux articles 62-63 de la loi 90-11. Et elle est réprimée par la loi aussi. On n'a pas le droit de réduire la rémunération sans motif. Son motif est l'accord préalable du salarié. En même temps, le recours à travail à temps partiel, un de les conditions TOO, il faut l'engager dans un cadre de concertation, la négociation collective et surtout un plan social. La loi le permet de réduire les rémunérations des managers, des collaborateurs, mais dans un cadre bien défini. Très bien. Est-ce que cette réponse s'applique aussi à la suppression des primes, transport, panier ? La suppression des primes et indemnités doit être faite, bien sûr, la loi suivant le décret 94-09
la sauvegarde de l'emploi autorise cette éventualité, mais dans le cadre d'un plan social négocié avec les partenaires sociaux. On n'a pas le droit de supprimer ces avantages, ces droits acquis. La loi pénalise cette action. C'est pour ça réduire les prix indemnités, on peut l'engager, mais dans un cadre, bien sûr, de concertation. Et le décret 94-09, il a bien encadré cette éventualité. Et au vu du cadre juridique existant et de ces pratiques qu'on vient de constater, considérez-vous qu'il doit y avoir des changements dans l'encadrement de la rémunération post-Covid? Oui, le Code du travail algérien le permet. Parce que pour la rémunération, il y a une définition, et la rémunération elle est composée d'un salaire, avec bien sûr le salaire de base et l'indemnité. Ça, elle compense la rémunération au temps. Il y a au rendement. La deuxième partie de la définition de la rémunération, c'est la rémunération au rendement, au cachet, au chiffre d'affaires. Le Code du travail n'a pas bien élargi un peu la définition de ce mode de rémunération, mais les pronostics, ils vont migrer, tout le monde va migrer vers cette rémunération au rendement. On va établir des contrats objectifs et surtout, ce mode de rémunération va prendre de la place par rapport à la rémunération du temps qui a vraiment pris les limites. Elle a pris elle a un peu montré les limites. Avec on est obligé de payer des gens sans rien faire parce qu'on est bloqué, il n'y a pas de volume de travail. Maintenant, on doit optimiser parce que la rémunération, c'est des charges fixes. Oui. Maintenant, les entreprises optent ils sont en train de revoir leur réglementation interne, des audits RH, l'audit de la rémunération. Oui. Il y a une grande demande sur l'audit. C'est pour ça tout le monde est conscient qu'on doit changer les habitudes managériales de nos ressources humaines. On est obligé. La vie en entreprise évolue et on va parler contrat à présent. La relation de travail est en grande partie régie par le contrat qui fait, comme on a l'habitude de le dire, la loi des parties. Néanmoins, le droit du travail qu'on retrouve dans les textes législatifs et réglementaires donne bien entendu un cadre à respecter. Alors, à quel point est-ce qu'employeur plutôt et employé peuvent négocier? Quels sont les garde-fous prévus par les textes juridiques algériens? Le contrat et la loi des parties, c'est un principe. Et le contrat du travail ne sort pas de ce principe. Le contrat du travail est librement négocié, dans la forme et dans le fond. Le Code du travail reconnaît l'existence des relations de travail, même s'il n'y a pas un écrit. Le formalisme n'est pas exigé dans le Code du travail pour l'élaboration d'un contrat du travail. Le contrat du travail, c'est vrai, le Code du travail réglemente d'une certaine manière l'élaboration des CDD, le contrat à durée déterminée et le contrat à temps partiel. Mais il donne un grand champ, une liberté kbira, les deux parties au contrat, pour négocier le contenu et la forme. Il y a aussi le contrat du travail peut être frappé de nullité totale ou partielle si on déroge à une règle impérative du Code du travail. Par exemple, si on recrute quelqu'un moins de 16 ans, ou là on dirait un motif qui n'est pas autorisé par la législation nationale. Voilà. C'est pour ça la marge de négociation est large. Il y a qui chauffent l'article 120 de la loi 90-11. Tous les domaines sont négociables dans le contrat du travail. Mais il y a des garde-fous concernant le formalisme. Pour les CDD, on doit respecter quelques consignes. Le contrat à temps partiel, pour le contenu, on a le seuil minimum en matière de rémunération, l'âge. Alors, pour le reste, on a une grande liberté de négociation.
les entreprises algériennes plutôt sont-elles parvenues à assurer la gestion de leur contrat de travail dans le respect du droit pendant cette crise sanitaire? Oui, on a essayé d'accompagner les entreprises durant cette crise. Le Code du travail nous donne des marges un peu limitées parce que on ne sait pas, on est toujours, ça fait le Code du travail, ça fait 30 ans, et on ne s'attendait pas à cette crise. Maintenant, nos managers ont recouru bien sûr au contrat télétravail. On a migré vers le télétravail là où on peut, bien sûr. On a maintenant des milliers de télétravailleurs qui sont concernés. Qu'est-ce qu'on a fait? On a uniquement opté pour des avenants aux contrats initiaux. Le télétravail n'est pas réglementé par le Code du travail algérien pour le moment, mais il n'y a pas de contraintes ni des soucis de conformité. Aussi, on a opté pour des contrats à temps partiel. On a échangé, on a opté pour la modification des contrats existants. Mais cette modification a été faite... Excusez-moi, monsieur Siali, on parlait de télétravail, nous étions tous à la maison. Comment est-ce qu'on peut signer un contrat à distance dans ce cas-là? On doit reconnaître le contrat du travail électronique. Parce que la législation, le Code civil reconnaît le courrier électronique, la signature électronique. On doit reconnaître comme le contrat commercial. C'est pour ça qu'on doit actualiser le Code du travail algérien et le fait d'avoir une fiche de paie. Parce que maintenant, le Code du travail est conçu pour le présentiel et le support papier. Alors que le monde de la gestion des ressources humaines s'est digitalisé complètement. Ça veut dire que le Code du travail doit suivre cette évolution. Et c'est ça un peu le blocage qu'on a eu, mais on a trouvé des solutions intermédiaires à ça. Et on a, pour les assemblées des travailleurs, on a fait les assemblées à distance. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et pour le suivi des contrats, les instructions du travail, on est en train de modifier, d'actualiser les règlements intérieurs. Même la réglementation interne, les accords, les conventions collectives, on doit mettre quelques dispositions qui s'adaptent avec Complètement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le droit des contrats et le droit du travail fournissent un encadrement suffisant pour répondre aux enjeux juridiques d'une crise telle que celle que nous sommes en train de traverser? Qu'il faut actualiser le Code du travail algérien. Le Code a été établi pour le travail en présentiel et les supports papier. Fiche de paie, certificat de travail, maintenant, tout est digitalisé. On doit revoir cette optique. On doit légiférer pour le chômage technique en urgence. Oui. On doit légiférer pour le télétravail, pour le travail des indépendants. Maintenant, le salarié indépendant prend de la place. Et on a négligé cette force de travail. Ils sont des milliers de gens qui travaillent. Maintenant, ils n'ont pas de statut. Il faut légiférer aussi à cette catégorie de personnes. C'est ça, et on doit s'adapter avec cette crise. La situation actuelle, le Code du travail, oui, on nous a donné des solutions dans le cadre de la négociation. On va parler à présent, on a parlé de négociation, on a parlé de contrat, on va parler de contentieux. Quelles sont les principales sources de contentieux, monsieur, durant la crise que nous vivons? Le contentieux individuel qui concerne le salarié avec l'exécution de son contrat du travail. On a le contentieux collectif qui concerne l'ensemble des salariés. Pour les contentieux individuels, nous avons remarqué que des gens ont contesté dès le début ce congé exceptionnel. Dès le début, la mise en congé, il y en a un congé forcé. Entre parenthèses, oui. La réduction du temps du travail, la réduction de la rémunération, comme vous l'avez souligné. Oui. C'est ça un peu les suspensions de la relation de travail, parce qu'on a mis par la force, on a suspendu le congé sans solde. Et, et les licenciements individuels au collectif. C'est ça un peu les motifs des contentions du travail qu'on a remarqués durant l'année dernière. Et quelles sont les différentes étapes des contentieux relatifs au droit du travail? Il y en a comment gérer un conflit du travail ou gérer un mode d'emploi. Il y a deux types de conflits. Pour le conflit individuel du travail, il y a le recours interne
et on va dire l'inspection du travail, il y a un bureau de conciliation qui entame ça et le contentieux judiciaire s'il y a échec de conciliation. Deuxièmement, pour le conflit collectif, c'est autre chose. C'est les représentants de travailleurs avec leur employeur. Il y a la concertation en interne, bien sûr, dans le cadre de la prévention et la conciliation. En bas, c'est la conciliation au niveau de l'inspection du travail, la médiation s'ils veulent, ou l'arbitrage. Monsieur Sierli, justement, vous me parlez de mode d'emploi pour les contentieux. Comment est-ce qu'on applique ce mode d'emploi en temps de crise sanitaire ? C'est le même, il n'y a pas de différence. Mais chaque contentieux, il a son mode de gestion et de prévention. Pour le contentieux individuel qui concerne le salarié, il dépose un recours au niveau de son employeur. S'il n'y a pas de réponse favorable, il peut aller à l'inspection du travail et au niveau, le contentieux est traité par le bureau de conciliation. S'il n'y a pas de conciliation, il peut aller à le contentieux judiciaire, à la section sociale du tribunal. C'est ça un peu. On a constaté le nombre, il est très important aussi, de contentieux du travail. Le chiffre, pour le moment, on n'a pas mis. Le nombre, il commence parce qu'il y a des milliers de départs, des gens qui ont testé beaucoup de situations. Pour le contentieux collectif, par contre, c'est entre les représentants de travailleurs et leurs employeurs. Ils doivent tenir des réunions périodiques. S'il n'y a pas de solution, ils vont aller à l'inspection du travail pour demander la conciliation. S'il y a échec, bien sûr, ils peuvent opter pour la médiation et pourquoi pas pour l'arbitrage. La Commission nationale d'arbitrage vient d'être installée par une ordonnance récemment, le mois de septembre. C'est un bon signe pour réactiver ce dispositif de règlement de conflits collectifs de travail. Très bien. Monsieur Sierli, qu'est-ce que le dialogue social ? Et quel est son cadre juridique en Algérie ? Le dialogue social, c'est à deux niveaux. Au niveau de l'entreprise, il se caractérise par la négociation collective. Tout ce qui est la négociation collective, elle est encadrée par le Code du travail algérien. On aurait souhaité une obligation de périodicité de négociation entre les partenaires sociaux, mais la loi ne l'a pas prévu. Actuellement, la négociation collective, c'est elle un peu qui représente le dialogue social au niveau en interne, au niveau d'entreprise. Le nombre d'accords et de conventions, c'est lui qui nous donne le baromètre de ce climat social, qu'il est sain, qu'il est bien. Mais c'est ça le chiffre de ces deux documents, les accords et les conventions collectives, qui nous donnent un peu une idée, une appréciation de ce climat social. Aussi, le climat social, ça se répercute par les conflits sociaux. Le nombre de grèves, de sit-ins, de débrayages qui sont signalés chaque année. Oui. Et il y a aussi le dialogue social en rang supérieur. Au niveau du gouvernement, il y a les tripartites. On est à 20 tripartites, je pense, depuis cette création de ce processus. Et ces tripartites, en général, donnent naissance à des conventions de rang supérieur que les entreprises doivent adhérer. Actuellement, le mois d'août, il y avait un regroupement entre sous l'égide de CNES. Alors, il y avait, je pense qu'il y avait des recommandations qui ont été. On attend toujours la concrétisation de ce document qui a été déjà diffusé par sous l'égide de CNES et patronat et les syndicats. Merci, Monsieur Sierli. On va découvrir ensemble l'histoire du droit des relations de travail. C'est le sujet choisi par Esmerine Benabou pour la rubrique Histoire du droit. Les relations de travail n'ont pas toujours été bâties sur l'idée d'une collaboration entre le donneur d'ordre et l'exécutant. Le servage et l'organisation corporative, et même dans une considération extrême l'esclavage autrefois, ont d'ailleurs mené à des groupements de défense et des courants de résistance qui ont fait naître par la suite le prolétariat ouvrier, le syndicalisme et l'affranchissement progressif des travailleurs. Il y a 40 000 ans, les premières populations d'Homo sapiens vivaient de la chasse, de la cueillette et de la pêche. On ignore presque tout de la division du travail dans les premières sociétés humaines. La plupart des chercheurs supposent cependant qu'il existait une répartition des tâches dont la forme la plus simple est la division sexuelle du travail.
Durant la période antique, on distinguait les hommes libres des esclaves. L'esclavage a été utilisé au cours de l'Antiquité pour accomplir des tâches les plus dures. À Rome, par exemple, les Romaines sont dispensées de tout travail domestique ou agricole, excepté filer la laine et élever les enfants. Les hommes libres, citoyens, travaillent davantage à la vie politique de la cité. En Europe occidentale, pendant le Haut Moyen Âge, les relations de travail ont un but de fraternité et d'épanouissement dans la participation au bien commun d'un point de vue religieux, monastique. Parallèlement au travail libre, existait le servage, lequel instaure une obligation de travail pour les paysans envers leurs seigneurs. Depuis, le servage a quasiment disparu après la guerre de Cent Ans et les relations de travail n'ont pas subi d'évolution majeure. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le salarié a donc été isolé et s'est trouvé démuni à l'égard de son employeur, face auquel il ne disposait d'aucun moyen de pression, de négociation et de revendication. La loi a progressivement reconnu aux salariés la possibilité de se réunir, de s'organiser et d'affirmer leur existence collective afin d'établir un certain équilibre face au pouvoir de l'employeur. En Algérie, avant 1870, la seule organisation sociale était l'organisation tribale, qui fut bouleversée par les transformations induites par le régime colonial. Parallèlement, au niveau international, la première conférence internationale concernant le règlement du travail dans les établissements industriels et dans les mines se tient à Berlin en mars 1890 à l'invitation de l'empereur Guillaume II et avec l'aval du pape Léon XIII. Au début du XXe siècle, en Europe, les salariés obtiennent le droit d'agir en justice pour défendre des intérêts collectifs d'une profession. Le droit de grève puis le droit d'adhérer aux syndicats deviennent des droits constitutionnels. Entre 1936 et 1982, le droit du travail s'est largement construit sur la négociation collective. Les syndicats de salariés usent du droit de grève afin de faire pression sur leurs employeurs et obtenir des rémunérations plus élevées, de meilleures conditions de travail et la sauvegarde de leur emploi. L'OIT est fondée le 11 avril 1919, à la suite de la Première Guerre mondiale. En Algérie, on ne peut parler de mouvement syndical qu'à partir des années de la guerre de libération. Le premier syndicat à avoir vu le jour est l'UGTA en 1956. À partir de 1989, le système du parti unique est aboli et ouvre la voie à la liberté d'association dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Une mission de haut niveau du BIT s'est déplacée en Algérie en mai 2019. On comptabilise pas moins de 75 syndicats de travailleurs aujourd'hui et 42 syndicats d'employeurs, soit au total 117 syndicats. Aujourd'hui plus que jamais, la pandémie nous rappelle cette histoire des relations de travail, dont l'écriture n'est pas prête d'être achevée. Merci Asmahan Benabou pour cette minute histoire qu'on a beaucoup appréciée. Et cette émission, c'est aussi et c'est surtout la vôtre. C'est parti, on passe à vos questions. Alors, Monsieur Siali, on va répondre aux questions de nos téléspectateurs. La première question est posée par Hamid. Peut-on forcer les employés à être en congé sans solde sans leur accord? La situation de congé sans solde, elle est prévue par la loi. C'est l'article 64 de la loi 90-11 qui autorise cette éventualité de suspendre momentanément, bien sûr, la relation de travail. Mais il exige l'accord mutuel des deux parties, c'est ça la condition. Mais le congé sans solde forcé, c'est une suspension de la relation du travail d'une manière abusive. Elle est contestable, le juge peut exiger l'annulation de cette décision parce qu'elle n'a pas de fondement. Toute suspension de la relation de travail doit obéir à bien sûr un motif légal. C'est l'article 64, elle le prévoit, le congé sans solde, ou bien pour raison disciplinaire, dans le cas de la mise à pied ou une mesure conservatoire, dans le cadre de respect du règlement intérieur. Mais forcer un salarié à sortir en congé sans solde,
c'est une entorse au Code du travail algérien, surtout à l'article 64 de la loi 91. Très bien. Alors, Chanez qui nous pose la question suivante. Quel est le pourcentage du salaire applicable au chômage technique? Le chômage technique n'est pas encadré par le Code du travail algérien. C'est ça, c'est notre demande. Les perspectives post-Covid. Mais le chômage technique, c'est une pratique qui s'exerce dans le cadre de la négociation. Oui. La négociation, c'est le produit de la négociation. Les marges qu'elles des entreprises donnent, 80%, 50%, 30%, c'est le produit de la négociation. Il n'y a pas un seuil en matière de pourcentage. Oui. Mais le chômage technique, c'est une rupture provisoire partielle au total de l'activité qui engendre, bien sûr, de mettre en congé les salariés. Mais c'est négociable, c'est le produit de la négociation. Il n'y a pas de seuil légal à ce congé, bien sûr, chômage technique. Chômage technique. Alors, dernière question que Kenza nous pose cette fois-ci. Un salarié refuse de venir travailler au bureau par crainte des conditions sanitaires. Est-ce que, en tant qu'employeur, je suis en droit de le licencier? Écoutez, le droit de refus n'est pas reconnu en droit algérien. Ailleurs, oui. Le droit de refus, lorsque la législation relative à la santé des travailleurs, lorsque le salarié voit qu'il y a une menace sur sa vie, il peut refuser. Et la loi lui donne raison. En droit du travail algérien, on n'a pas cette possibilité, malheureusement. Mais le salarié, si l'employeur s'acquitte des conditions sanitaires, le fait de refuser de rejoindre le poste, c'est un refus de travail. C'est une faute grave prévue par le Code du travail algérien. Qui peut engendrer licenciement. Le licenciement. Le droit de refus n'est pas reconnu en premier lieu, mais si l'employeur vous demande de venir travailler, vous devez s'exécuter. On conseille toujours à nos salariés d'exécuter les instructions du travail et contester après. Et le fait de refuser d'une manière unilatérale, ça vous met dans des difficultés inutiles. Et l'article 73, il est clair, il y a le refus du travail, et il y a les dispositions, même dans les règlements antérieurs, qui qualifient le geste ADA comme faute grave qui peut entraîner malheureusement les licenciements. On déconseille à nos salariés de pencher vers cette éventualité. Très bien, merci Monsieur Sialé d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs. On va accueillir à présent Gibran Freitas sur le plateau pour nous parler de droit et technologie. Bonsoir Gibran. Bonsoir Fatma. Alors, ce soir, on va parler de la Legal Tech au service de la gestion des relations au travail. Tout à fait. Alors, je pense qu'on en a beaucoup parlé sur le plateau. Les relations de travail, c'est un domaine qui peut être un peu complexe, en tout cas qui nécessite quand même un certain cadre. Et la Legal Tech peut aider, parce que la Legal Tech, on va le rappeler rapidement, c'est tout ce qui est technologie appliquée au droit. Et donc, qui dit technologie et droit, dit qu'on peut faire, par exemple, on en a beaucoup parlé dans les émissions, tout ce qui est automatisation de documents juridiques. Donc, permettre à l'employeur d'avoir accès à des modèles de documents, de pouvoir les gérer de manière automatique en répondant à quelques questionnaires. Mais ce n'est pas tout. La Legal Tech, c'est aussi la possibilité d'avoir des tableaux de bord pour la gestion et le suivi des relations de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir se connecter sur son espace en tant qu'employeur et avoir finalement des indicatifs et des indicateurs très clairs sur l'état de l'entreprise, sur l'état de la situation juridique de tel ou tel employé et pouvoir actionner rapidement justement des mesures en faveur de la conformité légale et réglementaire en termes de relations de travail. Alors, ce n'est pas tout. La Legal Tech au service des relations de travail, c'est aussi une meilleure gestion des processus. Le droit du travail, comme quasiment toutes les autres matières juridiques, est bien entendu rempli de processus. Il faut commencer par l'embauche, ensuite par le contrat, ensuite bien entendu faire vivre le contrat. Il y a des notifications qu'il ne faut pas oublier et plein d'autres documents qu'il faut signer en cours de relation de travail. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir de plus en plus de plateformes qui aident les employeurs justement à suivre ce parcours qui peut être défini ou alors adapté par l'employeur lui-même pour permettre d'avoir une conformité qui est définie à l'avance et qui va suivre son cours. Donc pareil, sur le tableau de bord, on va pouvoir voir directement où est-ce qu'on en est de ce parcours, de ce processus sur la gestion de la relation de travail, toujours sur le côté juridique, et pouvoir là aussi actionner différents types de documents ou d'actions.
Et on a enfin, bien entendu, les chatbots. Les chatbots, on en parle de plus en plus. C'est la possibilité d'apporter des réponses automatiquement, que ce soit aux salariés ou aux employeurs, à des questions qu'ils auraient éventuellement en droit du travail, sans rentrer bien entendu sur la question de la gestion des contentieux, qui fera l'objet bien entendu d'un prochain épisode. Merci Gibran. Merci. Et merci à notre invité, M. Habib Siali, Général Manager du cabinet HRCC. Merci d'avoir été présent parmi nous et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et encore merci à nos partenaires officiels PwC Algérie et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Et merci à vous qui nous regardez pour votre attention. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet légal-doctrine.com, votre plateforme de recherche et veille juridique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Légal Doctrine TV. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi 19h. Excellente soirée à tous.